S'il y a un sujet qui suscite tous les fantasmes les plus fantaisistes, c'est bien la 4G et la 5G. On va pas parler de théorie du complot ici, mais de sujets réels et tout aussi préoccupants en fait. En réalité, peu de gens le savent, mais derrière la fabrication de ces puces se cache une industrie quasi mafieuse. Un monopole de Qualcomm condamné à plusieurs reprises, des prix de licence complètement absurdes que nous payons à la fin, des procès avec Apple qui se fait marcher dessus comme tout le monde. Bref, c'est assez ouf et très peu connu. On va en parler avec JB Kempf, qui a 2-3 notions en télécom et en bataille de brevets. Juste avant, j'ai un partenaire très cool à vous présenter. Une extension pour navigateur qui va tellement vous changer la vie que vous risquez de l'installer à toute votre famille. Depuis quelques années, c'est devenu très compliqué d'identifier si un site e-commerce est une arnaque. Dropshipping, photos ou descriptions mensongères ou semi-mensongères, faux label qualité, les arnaqueurs vont même jusqu'à créer de faux avis clients ou acheter des followers pour gagner en crédibilité. Si vous êtes bien vigilant, vous vérifiez peut-être la réputation de l'entité légale, leur exposition médiatique, l'historique du nom de domaine, s'ils ont payé des influenceurs, etc. C'est fastidieux, mais c'est le seul moyen. Sauf si c'était fait automatiquement pour vous. C'est exactement le but de France Vérif, une boîte soutenue par l'État depuis plusieurs années qui a entraîné des bots et des modèles d'IA sur des gigantesques échantillons de sites français et internationaux. Sauf qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, faire de l'analyse de sentiments sur les réseaux sociaux, des stats sur les technos utilisés par les arnaqueurs. Bref, c'est puissant et surtout, l'extension est gratuite. Je vous laisse plus d'infos dans la description. Et on revient sur la face cachée de l'industrie 5G. Alors pour mettre un peu de contexte en commençant, imaginons que là je suis un industriel, je veux me mettre à créer des téléphones. Comment est-ce que je ferais pour intégrer une puce modem? Quelle serait la marche à suivre pour commencer? Tu appelles Qualcomm. Et là, Qualcomm te dit je te parle pas tant que tu signes pas mon contrat de licence. Et là, tu dis mais attends, je veux juste avoir des informations sur quelle puce, qu'est-ce que je peux avoir. Tu signes mon contrat de licence. Et il ferme la porte. Et là, je vais voir quelqu'un d'autre. Tu n'as personne d'autre pour aller voir. Parce que toi, tu veux vendre un téléphone dans le monde entier. Et ça, tu te rends compte que Apple, le jour où Apple va lancer son iPhone, son premier iPhone, ils vont voir Qualcomm et Qualcomm leur dit signe mon contrat de licence et leur ferme la porte au nez. Et il y a une interview du mec qui est donc le head of procurement, donc le chef des achats d'Apple, qui dit en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que, pour te donner une idée, Qualcomm a un pouvoir absolu sur tout ce qui est 3G, 4G, 5G. Il y a un tel système de brevets qu'en fait, et des pratiques complètement anticoncurrentielles qui font qu'en fait, c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, ça n'arrive pas que tu puisses aller en compétition avec Qualcomm. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Alors, non. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au niveau de la 2G, ce qu'on appelait le GSM, tu vois, il y avait deux systèmes qui s'appelaient le GSM, qui était le système français, enfin européen, et tu avais le CDMA, qui était le système en fait américain. Ces deux systèmes qui fonctionnaient différemment. Et quand on est passé en 3G, en fait, c'est pour des raisons de gros sous, en fait, c'est le système CDMA qui a eu beaucoup plus d'influence. Et ce système CDMA, techniquement, il avait des avantages pour un pays comme les États-Unis, beaucoup moins comme des endroits denses comme en France. Mais beaucoup de choses qui sont arrivées sur la 3G, le LTE, la 4G, la 5G, le 3,5G, 4,5G, le HDC-SPA, enfin tous les trucs où personne ne comprend rien. Tout ça, en fait, fait que Qualcomm a augmenté en fait sa prise de position de façon plus importante. En ayant en fait fait beaucoup d'investissements, de recherche à l'origine. Hein. Mais c'est toujours comme ça. C'est juste qu'à l'origine, en fait, c'était à peu près faire. Et puis ensuite, ça l'est devenu beaucoup moins. Par exemple, la liste des pratiques un peu anticoncurrentielles de Qualcomm. La première chose, c'est que tu payes la licence en fonction du prix de ton téléphone. Et non pas de la puce. Et non pas de la puce. What? Exactement. Donc par exemple, aujourd'hui, si jamais tu suivais les trucs, ton iPhone, tu donnerais, en plus de l'achat de la puce, c'est des filles en plus, tu paierais entre 25 et 30 $ sur ton iPhone. Ouais. C'est quand même pas négligeable. Alors que tu vois, par exemple, donc, aujourd'hui, Apple a dénoncé, ils sont à 7-8 $. Mais en fait, si c'était faire comme toutes les autres puces, ça devrait coûter $1, $1,50. Donc ils font juste 1 x 12. Ok. Mais c'est une dinguerie, mais... Le deuxième truc qu'ils font... Il y a d'autres composants qui marchent comme ça, qui sont proportionnels jamais. Jamais. C'est jamais entendu. Le deuxième truc, c'est que quand tu signes ton contrat de licence, que tu dois signer avant qu'ils commencent à te parler,
tu dois payer un pourcentage sur l'ensemble de tes téléphones, qu'ils aient ou non une puce Qualcomm. Donc là, c'est absolument génial. Donc toi, on va dire qu'on invente un nouveau téléphone qui s'appellera le Mi Phone. Et donc, je suis fabricant du Mi Phone. Et donc, j'ai 50% de mes téléphones qui ont besoin d'une puce Qualcomm parce que, notamment, si tu veux avoir certains pays, en fait, il y a que Qualcomm qui a les bonnes certifications pour les bonnes fréquences. Et 50% du reste du monde, tu vas décider que tu vas utiliser un chipset Intel, par exemple. Et tu devras payer sur l'ensemble. D'accord. Donc en fait, c'est du racket. Oui, c'est du racket. C'est du racket, surtout que finalement le prix de la licence coûte plus cher que le chipset. Donc ça veut dire qu'en fait tu vas payer 2 fois. Donc qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Parce qu'en fait, du coup, Qualcomm, eux, ils ont à la fois des licences et à la fois des puces, c'est ça ? Et en plus des modems. Donc vraiment, en fait, ça s'appelle des modems. Faut le savoir. C'était comme en ADSL, c'était comme en 56K. Ce qui parle donc à ce qui s'appelle les radiofréquences, pour le 2G, la 3G, la 4G, la 5G, c'est un modem. Et puis en plus, il y a un truc génial, c'est Qualcomm, en plus, ils vendent des CPU ARM. Donc si jamais tu achètes les deux, t'as un prix de rabais. Une réduction. C'est trop bien. Et voilà. Et en plus, alors donc ça c'est encore une autre pratique anticoncurrentielle. Il y a une autre pratique qui est assez rigolote, qui est que tu ne peux pas licencier juste ce dont tu as besoin. Toi, tu vas dire, je veux dire, moi j'ai un téléphone qui fait que 4G, je veux pas payer les brevets de 3G. Tu peux pas. Tu prends tout. Tu payes. C'est exactement ce dont on avait parlé sur le multimédia et Dolby, c'est-à-dire que tu es obligé de payer la licence globale. Donc tu payes, voilà, sans avoir le choix. Et ça, de toute façon, tu le signes au moment où tu fais le petit truc que tu as dû signer avant de commencer à discuter. Mais ce qui est fou, c'est que normalement, il y a un moment, ce genre de truc te retourne en pleine figure, entre guillemets. Quand ? Si jamais, on a déjà observé des situations où une pratique, si t'abuses entre guillemets de ta position, il y a un moment, il y a l'underdog, il y a celui juste en dessous entre guillemets qui en profite pour. Il y a personne en dessous. T'avais dit qu'il y avait GSM en face à la base. Ils sont devenus quoi ? En fait, c'est tout ça, c'est des gros consortiums, c'est comme le multimédia, c'est des normes, et en fait, tu te mets d'accord sur la norme. Donc, en fait, c'est toute la partie de standardisation. S'il y a quelqu'un d'autre, donc par exemple un fabricant genre Intel, il va licencier les brevets de Qualcomm pour faire son propre modem. Parce que tu es obligé, parce que c'est des brevets qui sont essentiels pour la norme. Il refuse. Donc là, en fait, tu es dans un cas où, en fait, de toute façon, tu n'as pas le droit d'utiliser les choses, et d'ailleurs, ils se sont fait attaquer. Donc il y a eu une énorme bataille. Donc Apple, en 2005, là, quand ils ont fait le premier iPhone, ils avaient cette discussion. Mais depuis, en fait, en 2016, 2017, 2018, 2019, jusqu'à 2020, il y a eu une énorme bataille, puisqu'en fait, on parle de chiffres d'affaires qui sont en dizaines de milliards de dollars par an. C'est de ça dont on parle. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Apple a commencé à dire que c'était vraiment abusé. Et donc, ils ont notamment résisté. Apple est capable de faire ça. Et donc, ils ont fait faire des modems. Et donc, c'est à l'époque 4G par Intel. Il y a plusieurs téléphones iPhone qui étaient avec des modems Intel. Et là, il y a des batailles dans les tribunaux, mais monstrueuses, avec notamment des brevets qui ont été invalidés de Qualcomm. Parce que, évidemment, tu vois, on te fait signer, mais notamment quand tu signes, on te dit que t'as pas le droit d'attaquer. Tu vois, c'est des trucs anticoncurrentiels, donc t'as même pas le droit de regarder et de dire attends, mais ce brevet, j'en ai pas besoin, ce brevet, ça existe pas, ce brevet. Donc, il y a eu beaucoup de batailles. Et à un moment, ce qui s'est passé, c'est que Apple s'est rendu compte que Intel allait avoir du mal à livrer sa puce 5G, son modem 5G, et donc Apple en fait, même Apple est un peu revenu la queue entre les jambes, si je peux me permettre, et donc aller voir Qualcomm, et donc en 2019 ils ont fait un deal avec Qualcomm. Je crois qu'aujourd'hui ils reversent $7 ou $10, il y a eu mais pour donner une idée de ce que ça a donné, le lendemain, 3 jours plus tard, quand Apple a effectivement dit que en fait ils avaient signé un deal pour arrêter toutes les poursuites mondialement, et donc contrairement à ce que les gens disent, Apple n'a pas perdu le procès. En fait, ils ont fait un agreement hors courte, et le lendemain ou le jour d'après, Intel a dit j'arrête mon business de modem. Ah oui, donc c'était vraiment que Apple qui pouvait. En fait, voilà. Ouais. Donc ça veut dire. Et qu'est-ce qui a fini ? Ça a fini par donc Intel a dit ensuite je vends ma division modem, et qui l'a acheté ? Apple. Voilà. Donc c'est pour te dire, en fait, c'est absolument délirant de... Donc j'imagine qu'ils l'ont racheté dans l'espoir d'un moment peut-être à obtenir une indépendance ou... Non, je pense... non, parce qu'en fait, ça veut dire qu'eux arrivent quand même à faire leur puce 3G, 4G, 5G pour leur iPhone, basé sur le truc Intel, qu'ils ont intégré dans leur nouvelle puce, etc. Mais quoi qu'il arrive, ils payent la licence. Aïe. Ah ouais, et si même Apple n'arrive pas en réinjectant... Donc tu dis que si Apple, la boîte la plus riche au monde, ou en tout cas pas loin, n'est pas capable de résister à Qualcomm... C'est mort, quoi.
va être compliqué. C'est compliqué. Mais comment ça se fait? J'y connais rien, évidemment, mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi difficile dans ces brevets et ces licences? Alors, en fait, et c'est ça que les gens refusent de comprendre, parce que ça a l'air très simple. En fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, en 4G, bah, tu vois, ouais, ça a l'air simple, la 4G. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de modulation, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il faut que tu puisses passer d'une antenne à l'autre, il faut que tu puisses mesurer la vitesse pour pouvoir passer, etc. Mais tu as des trucs genre la voix VoLTE, tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu téléphones et que tu es en 4G et que tu n'as pas la VoLTE, en fait, ton modem, il déconnecte de 4G et redescend en 3G parce que pour envoyer la donnée, quoi. Quand tu vois des SMS, voilà. Donc, il y a énormément de complexité, quand même. Et à chaque fois que tu as une nouvelle norme, ça augmente en complexité. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est que, et ça c'est le même problème que tu as dans le multimédia avec MPEG, avec dont on a parlé HDMI, tout le monde pousse ces fonctionnalités, comme ça ils ont un brevet, comme ça ils découpent une part du gâteau du licensing. Et donc, enfin, tu vois, tout le monde essaye. Donc, sauf que, bah, évidemment, Qualcomm est hégémonique sur la partie 4G, donc ça marche moins bien que dans le multimédia où tout le monde rajoute son truc. Mais tu as énormément de features sur la 5G. Par exemple, la 5G, normalement, ton téléphone, il est capable d'aller discuter avec 2 antennes pour faire du balancing. Donc ça, c'est une feature. Les 2 antennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de l'autre côté, il faut que tu aies un serveur qui puisse envoyer les 2 données et que ça revienne derrière. Donc ça veut dire que tu as une façon intelligente. Il faut que tu aies un cœur de réseau intelligent. Là, tu rajoutes un brevet. Voilà. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, tu as des problèmes de réseau. En fait, tu vois, si jamais tu voulais envoyer à la fois tes données en même temps, une partie sur la 5G et une partie sur la fibre, bah, ça, c'est breveté, tu vois, par exemple. Et il faut quand même comprendre que la physique, elle est compliquée. C'est de la physique des ondes. Ça se base tout ça sur les équations de Maxwell. Hein. Ça se démontre, mais une des raisons pour laquelle la norme 3G, parce que la norme 3G, elle date d'il y a très très longtemps. Hein. C'était vraiment les téléphones tout pourris. Je sais pas si vous voyez, ce téléphone fait par Orange qui avait un écran couleur. C'était la révolution à l'époque. Et en fait, ils se sont rendus compte que la première 3G, ça permet de faire des vidéo calls. Personne n'a jamais réussi. En fait, les équations de propagation, elles ont jamais été vraiment retestées. Il y a un mec qui les a écrites. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le débit s'écroulait dès que tu avais plus de 3 personnes sur la même antenne. Donc en fait, ils ont fait des déploiements en 3G. Et en fait, si tu regardes la vraie 3G, là, celle qui date de 2001, 2002, 2003, ça a été une catastrophe. Tout le monde a investi. Et en fait, la vraie 3G qui a vraiment fonctionné, ça a été la 3G+, puis le H+, qui, elle, avait vraiment des débits. Et c'est parce qu'en fait, notamment, les gens... Ils en fixent les... Notamment alors moi, je pense, mais ça, c'est mon avis perso, c'est que les mecs de Qualcomm et tous ces mecs-là ont poussé, en fait, leurs normes qui étaient basées sur CDMA, et en fait, ont complètement menti. Ils savaient que ça fonctionnait pas très bien. Oui. Et tu vois, c'est des normes... C'est des équations assez compliquées. Tu disais, bon, oui, en fait, ce terme, il est négligeable. Alors, c'est vrai que ce terme, il est négligeable quand tu es très proche de la borne et qu'il n'y a pas trop de monde. Et donc, ça marchait bien aux États-Unis, dans les endroits un peu moins denses, et en France, moins. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un truc qui peut être intéressant, c'est de donner quelques chiffres pour voir un peu l'ampleur du phénomène. Je crois que en moyenne, les constructeurs de téléphones, si j'ai les bons chiffres, avaient environ 3% du prix de vente qui revenait à Qualcomm sur leur smartphone. Ouais, ça me semble même un peu faible. Peut-être que c'est un lissage et qu'en fait, c'est surtout les petits téléphones pas chers. Mais... Sur un iPhone à 800, ça faisait $20, donc ça faisait 1 sur 40, 2,5 quoi. Ouais, 2,5%. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ok, j'achète. Et ça, c'est juste pour les brevets, hein. Sans acheter le modem. Et ce qui est le plus fou, c'est que alors que pourtant, ça représente 1/3 de leur chiffre d'affaires, c'est 2/3 des bénéfices de Qualcomm, la vente de licence. Bien sûr, mais c'est comme dans le multimédia. Hein. Là, on repart sur MPEG et ce que je connais un peu mieux que ces histoires de Qualcomm. Les sommes, elles sont très élevées, quoi. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, Netflix qui a des problèmes de brevets sur le HEVC en Allemagne. Donc en fait, individuellement, tu as toujours Broadcom, Qualcomm, Ericsson et Nokia, qui eux sont plutôt sur la partie 3G, 4G, mais en fait, ils ont des brevets sur le multimédia. Et eux, ils ne rentrent pas dans ce qu'on appelle les patent pools. Donc en fait, quand Netflix, ils achètent HEVC, ils achètent un patent pool, mais eux, ils sont hors patent pool. Et donc en fait, ils arrivent à dire, oh, en fait, moi aussi, j'ai des brevets. Donc en plus, ils sont aussi là à pourrir le multimédia. Et donc c'est pour ça que moi, je connais, finalement, je suis rentré dans ce monde du 3G et 4G, parce qu'en fait, tu te rends compte que effectivement, pour le H264 ou
ou le HEVC encore plus. Tu as les patent pool habituels et qui sont relativement raisonnables. Hein. Tu vois, c'est juste qu'il y en a beaucoup de codecs, donc c'est là où c'est abusé. Et puis, il y a des gens qui abusent totalement comme Dolby, comme Qualcomm. Et quand tu dis, je veux licencier tes brevets, ils me font, ah oui, mais en fait, il faut licencier toute ma stack 3G et 4G et 5G. Et tu fais, non, mais moi, je fais pas de téléphone. Vidéo à la base. Ah oui, mais non. Et donc, en fait, c'est des gens qui rentrent sont... dans un magasin, faut tout acheter ou rien du tout. Non, mais surtout, en plus, je te rappelle que c'est des pourcentages du prix total de vente. Ouais, en plus. C'est pas du tout du pourcentage, etc. Ouais. Tu posais la question pour les histoires de régulation, d'antitrust, etc. Ouais. Effectivement, en fait, tu as pas mal de pays et de régulateurs qui scrutent de très très près quand même ce qu'ils font. Ah oui. En février 2015, Qualcomm a accepté de régler 975 millions de dollars pour mettre fin à une procédure du régulateur chinois pour abus de position dominante. Il y a eu aussi un en Corée. Ça négo. Où ils ont aussi perdu. Oui, mais 766 millions en 2016 en Corée du Sud. Voilà, ils exactement. Ils peuvent se permettre ça tranquille, quoi. Tranquille, oh, t'inquiète pas. Un milliard, ciao. Oui, tenez, allez. Mais par contre, je crois qu'ils ont gagné avec le régulateur japonais. En particulier parce que les mecs en face avaient mal préparé leur copie. Ils ont perdu des brevets en 2018, 2019, 2020, 2021 contre Apple, même si Apple avait arrêté. En fait, ça a été repris, etc. Ils ont perdu aux États-Unis. Mais en fait, en gros, c'est la guerre, quoi. Ils sont tellement gros qu'ils arrivent aujourd'hui, en fait. C'est ça, ils acceptent la guerre, elle est finie, quoi. C'est-à-dire que là, Qualcomm a dit, ok, voilà. Et donc Apple a racheté le business des modems d'Intel. Voilà, t'as juste les Chinois qui continuent parce que justement avec le fight un peu avec les Américains qui arrivent et qui continuent dans la tech, ils ont vraiment développé leur stack, etc. Mais sinon tout le monde a arrêté, quoi. Et encore pour l'instant, on parlait de tout ce qui se passe sur les puces des smartphones en eux-mêmes, mais je sais qu'il y a pas mal de questions qui tournaient aussi sur la provenance des antennes. On a beaucoup parlé avec l'arrivée de la 5G de l'importance de Huawei et du développement je me trompe peut-être, du développement en Europe et des questions que ça pose en termes de sécurité, de souveraineté, etc. Alors, on va y revenir, mais juste une petite remarque, et c'est juste un truc un peu rigolo à voir. Quand tu achètes un Galaxy S20, S22, etc., tu as en général deux modes. Tu as le mode Exynos, qui est donc la puce fabriquée par Samsung, et tu as le mode Qualcomm. Et notamment aux États-Unis, c'est toujours la puce Qualcomm. Parce que Samsung n'a jamais réussi à licencier pour ses propres chips. Alors Samsung qui est peut-être le numéro 2 de fabricant. Et c'est pour ça, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à licencier les brevets aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils se prennent pas la tête. C'est Qualcomm. C'est dingue. Mais je me suis toujours demandé pourquoi il y avait deux versions de leur putain. Ils ont deux versions. Ouais. Et donc l'origine, c'est ça. C'est qu'ils ont. En fait, c'est comme un sparadrap. T'arrives pas à t'en défaire. C'est exactement ça. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les brevets. Pour ta deuxième question, la 5G a plein de choses très très intéressantes et qui sont globalement mieux faites que la 4G et que la 3G. Notamment, on n'a pas cette histoire de VoLTE, de reswitching, etc. Donc, en fait, si ton téléphone pouvait faire que de la 5G, il consommerait globalement beaucoup moins. La 5G, donc ce dont on a parlé, est très compliqué. Notamment, il y a plein de fonctionnalités qui font que tu peux, tu vois, ton smartphone et ton antenne, en fait, peuvent calculer leur distance et peuvent te dire, l'antenne dit, va te connecter à cette antenne-là qui est sur cette fréquence. Donc, en fait, ton téléphone, au lieu de chercher partout quand il fait du roaming, quand tu te déplaces, il sait directement à qui il va parler. Voilà. Mais donc, tout ça, en fait, te demande un cœur de réseau intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, de l'autre côté, toutes les antennes, il faut qu'elles soient toutes branchées à des énormes serveurs. Et ces énormes serveurs, évidemment, c'est des dizaines de millions de lignes de code, des centaines de millions de lignes de code. Et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Parce qu'en fait, Huawei arrive avec leur truc, Nokia arrive avec leur truc, Ericsson arrive avec leur truc, et tu n'as aucune idée de ce qui s'y passe. Et donc, il y a un problème, notamment parce que, évidemment, ce sont des endroits qui prennent des centaines de gigabits par seconde, hein, parce que la 5G, tu arrives vite à 400 mégabits par personne, donc tu vois, ça commence à faire... Et donc, si jamais il y a 20 mégabits qui sont envoyés en Chine, tu vas le noter? Non. Ça ne verra jamais. Voilà, exactement. Donc là, il y a eu quand même et puis surtout, les Chinois ont commencé à être un peu plus agressifs en sécurité. On l'a vu avec l'histoire de Cicada, mais globalement. Et donc là, il y a quand même quelques personnes qui sont fait, finalement, utiliser les antennes Huawei, c'est peut-être un petit peu dangereux. Moi, j'ai vu, évidemment, ces discussions, emballer beaucoup de gens à l'époque. Je n'ai aucune idée de si jamais ça a été freiné ou si jamais, à l'heure actuelle, on aura... Non, il y a plein de gens. Il y a plein de gens il y a plein de pays qui ont vraiment scale down leur déploiement Huawei de façon très importante. Et ZTE et Huawei. En particulier parce que et ZTE et Huawei se sont fait prendre la main dans le stack en train de, justement, pirater des gens importants. Et en France, c'est le cas ou... Je sais pas exactement qu'est-ce qui est déployé en France. Mais je pense que, on a réduit la quantité de Huawei et on va continuer.
Ce qui paraît logique. Et après, si vous voulez mon opinion, moi, ça me semble évident. Enfin, les Européens sont d'une naïveté catastrophique par rapport aux agences et américaines et chinoises. Il est évident que tous ces trucs sont intégralement noyautés. Ce sont des centaines de millions de lignes de code, personne ne vérifie ce qui se passe. C'est évident que c'est noyauté. Bon, et bah... Donc la 5G pas si sécu quoi. Non parce qu'en fait tu peux très bien. Ça va vite. D'ailleurs Ouais, tu vois tu ça vas va vite. Non mais attends les trucs. Live avec donc. Moi je doute pas des capacités de Ericsson et de Nokia d'avoir des trucs tout à fait corrects. Oui bien sûr. Voilà. Juste le truc chinois moi j'y crois pas. Et pour ceux qui étaient intéressés par l'extension France Vérif, je vous ai fait une review complète en description. Et si vous avez découvert des trucs avec JB, je vous invite vivement à aller voir notre précédente interview sur la mafia de la norme HDMI. J'avais découvert plein de trucs hyper intéressants, c'était dans cette vidéo.